Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau webinaire qui est dédié une fois de plus aux appels d'offres Creux 5 avec une typologie un peu plus avancée puisque là il s'agit de voir avec vous les éventuelles questions que vous pourriez avoir si vous avez eu le temps de prendre connaissance des cahiers des charges de Creux 5 et de voir ensemble comment vous pouvez les aborder. Évidemment, pour ceux et celles qui sont habitués, le mécanisme de cet outil vous permet de poser des questions via le petit onglet sur votre droite, ce qui rend l'intervention plus vivante et ce qui permet aussi d'être plus efficient. Donc n'hésitez pas à poser des questions au fur et à mesure et je tâcherai d'y répondre du mieux possible. Voilà, on est un peu plus de 20 connectés, ce que je vous propose, c'est de commencer et il y aura toujours quelques petits retardataires qui vont arriver. Peut-être d'abord vous donner un peu la structuration de cette présentation. Je vais faire une toute petite, sur une seule slide, présentation de là où nous en sommes, côté Enerfip. Je pense que c'est toujours important que vous ayez ces éléments de connaissance. Ensuite, je ferai une petite synthèse de ces AO Creux 5 et de ce qui change par rapport à Creux 4. C'est une version vraiment condensée de ce que j'ai pu donner au printemps. Et puis derrière, je vous propose qu'on rentre dans la phase vraiment des questions-réponses en tant que telles. Étant précisé que, tout comme nous l'avions évoqué au printemps, nous proposons de récolter les questions auxquelles nous n'avons pas la réponse aujourd'hui, afin de les poser pour vous en votre nom dans le cadre des sessions Q&A que la Creux va ouvrir sur octobre-novembre, et nous restituerons l'ensemble de ces questions au travers d'une sorte de wiki Creux 5 qui sera disponible librement, accessible librement sur enerfip.fr. Voilà, écoutez, on est maintenant 25, donc je vous propose que nous commencions. Alors, quelques éléments sur Enerfip, ça va être très court, je vous rassure, je ne vais pas vous faire un inventaire pro domo. Donc, à ce stade, nous avons financé un peu plus de 280 projets sur la plateforme. Ça représente plus de 125 millions d'euros structurés, ce qui commence à faire un chiffre significatif. Et ce qui est important, et je vous l'ai mis pour que vous ayez un peu une connaissance de la nature de la croissance et de l'accélération de notre secteur, c'est que sur ces 125 millions, on en a déjà collecté 60 millions sur le seul exercice 2021. Donc voilà, c'est vraiment absolument énorme comme croissance du secteur et bon, c'est plutôt une très bonne chose. Nous avons plus de 30 000 clients investisseurs et ce chiffre s'apprécie tous les mois de environ 600 à 1000 nouveaux inscrits. Donc là aussi, il y a une croissance qui, bien sûr, suit les chiffres précédents que je vous ai donnés. Et enfin, nous sommes 22 collaborateurs basés à Montpellier pour l'essentiel. Alors, un petit avant-propos sur ces appels d'offres Creux 5. Donc, les versions finales ont été publiées au Journal officiel européen en août dernier. Donc, ça nous a permis vraiment d'être tous et toutes je dirais, bien positionnés pour savoir ce qui nous attendait pour ces appels d'offres. Ce qui est intéressant, c'est que, et ça nous a plutôt vraiment tout à fait ravis et rassurés, c'est que tout ce que nous avions pris comme hypothèse dans le cas des analyses que nous avons délivrées au printemps, eh bien tout cela a été absolument confirmé, donc il n'y a pas eu de changement d'aucune façon. Donc c'est plutôt une très bonne chose. Et comme on l'avait un peu évoqué dans le cadre des webinaires du printemps, très clairement, le changement de modèle que propose la Creux sur ces appels d'offres est tout à fait avantageux dans sa composante financement collectif qui, vous le verrez, est la composante la plus simple à appréhender puisqu'elle est basée sur des obligations simples et sur des modalités qui sont tout à fait abordables pour à la fois les investisseurs mais également pour les porteurs de projets. Alors, petit rappel, c'est vraiment juste pour remettre le cadre de tout cela dans votre esprit. Donc, ce qui était anciennement dans les AO Creux 4 et qui s'appelait financement participatif devient dans les AO Creux 5 le financement collectif. Donc là, c'est-à-dire, c'est la composante dette uniquement de ces appels d'offres en termes de financement participatif. Et ce qui était l'investissement participatif devient la gouvernance partagée. Donc là, c'est de l'entrée au capital, en fait, contrairement au financement collectif. Alors, on peut noter au passage quand même que
La CRE a fait œuvre de clarification, parce que c'est quand même beaucoup plus simple à différencier financement collectif et gouvernance partagée. C'est des terminologies plus parlantes que les deux précédentes qu'on pouvait souvent confondre. Donc voilà, on peut déjà les remercier pour avoir simplifié tout cela. C'est un premier pas. Dans les simplifications, ou du moins les améliorations sur ces nouveaux appels d'offres, il y a aussi quelque chose de significatif qui change et qui, vous le verrez, nous sera fort utile, tant pour vous, porteurs de projet, que pour nous, plateforme. C'est qu'il y avait une sorte de hiatus en fait, entre les départements, dans le sens où certains d'entre eux, étant un petit peu enclavés, avaient par nature une surface de collecte des fonds auprès des citoyens qui était réduite parce qu'ils partageaient peu de frontières avec des départements voisins. Donc, pour remédier à cette problématique, la CRE a validé le principe que pour 6 départements français qui sont concernés par le fait d'avoir seulement 2 départements voisins, et bien pour ces 6-là, c'est non pas les 2 départements voisins qui sont aussi éligibles à l'investissement, mais c'est l'ensemble de la région administrative. Donc typiquement, le Finistère, eh bien, vous pourrez aller chercher des investisseurs sur l'ensemble de la région de Bretagne. Dans les Pyrénées-Orientales, vous pourrez aller chercher des investisseurs sur l'ensemble de la région Occitanie. Donc on se retrouve de facto sur des bassins de population absolument énormes et qui donnent beaucoup de confiance et de confort quant à la réussite des collectes. Si on rentre un petit peu plus dans le détail, je poursuis un petit peu l'entonnoir. Donc, sur les bonus CRE 4, on avait pour le financement participatif, donc les collectes en obligation, un bonus de 1 € par mégawattheure. Et sur l'investissement participatif, donc là c'était en action, l'entrée au capital, on avait un bonus de 3 € par mégawattheure. Sur CRE 5, ce qui change, c'est que ce ne sont plus des bonus tarifaires directement, mais des bonus de points. Alors c'est important, et même si au premier abord on peut se dire punaise c'est beaucoup moins intéressant, vous allez voir que c'est absolument pas le cas, et je vais vous faire le décryptage, mais retenez bien que c'est un bonus de notes et que donc dans votre approche, quand vous allez candidater, il faut bien le visualiser comme tel. Donc le financement collectif va vous permettre d'obtenir 2 points, et la gouvernance partagée, selon les modalités que vous choisissez, va vous permettre de gagner 3, 4 ou 5 points dans votre note. Alors une fois que je vous ai dit ça, bon, très bien, mais qu'est-ce que ça vaut 1 point? C'est une bonne question, on s'est posé cette question, on y a répondu. Cette jolie formule, on y a mis des couleurs pour essayer de la rendre un peu plus digeste. Je ne suis pas certain que ça fonctionne, mais en tout cas, ce qu'il faut que vous reteniez, c'est que c'est la formule de calcul de la note qui est donnée dans les appels d'offres. Et on s'est amusé à faire une toute simple simulation basée sur les modalités qui ont été entérinées, notamment sur le PSUP, et puis bien sûr sur le P-Inf qui, en fait, représente le maximum entre 40 € du mégawattheure et la moyenne des 10% des prix les moins élevés. Donc, si on se base sur le fait que P1 est à 40 et PSUP, qui lui est entériné dans les cahiers des charges à 90 € du mégawattheure, et si on se dit que je fais une simulation avec 2 tarifs proposés différents, eh bien, je peux avoir de facto une valeur de ce point. Donc, on a fait un test avec une candidature à 55 € du mégawattheure et une candidature à 60. Et donc, qu'est-ce qu'on voit? C'est qu'avec un prix plus bas de 5 € par mégawattheure, je vais gagner 7 points. Donc, de facto, 1 point vaut 71 centimes, 0,71 € par mégawattheure. Et comme vous l'avez vu, si je coche simplement, je reviens un tout petit peu en arrière, le financement collectif, je vais gagner 2 points, donc 1,42 €. Donc c'est beaucoup plus important, beaucoup plus intéressant que sur la version CRE 4, où avec l'équivalent du financement collectif, à savoir le financement participatif, j'avais 1 € du mégawattheure. Donc il y a déjà plus de 40% de gains en fait pour exactement stricto sensu les mêmes modalités. Donc ça c'est vraiment un point extrêmement intéressant. Alors on a poursuivi l'analyse en faisant tout bonnement une analyse financière avec deux hypothèses. Donc, on prend une même centrale au sol de 10 MW crête, avec un cas de figure où on prend un P50 à 1350 heures et un cas de figure où on prend pour la même centrale un P90 à 1250.
avec le même CAPEX, évidemment, mais avec un gearing pour la première, je dirais, qui est plutôt favorable, à 90%, et pour la seconde, qui est un peu plus défavorable. Donc, on est vraiment sur un cas, je dirais, conservateur pour l'étude 2 et un cas plus optimiste pour l'étude 1, avec un tarif proposé dans le cadre de l'appel d'offres à 52 € du mégawattheure. Et qu'est-ce qu'on observe? Vous l'avez dessous, hein, c'est que ce financement collectif, donc ces 2 points de note qu'on va aller chercher, 7,42 € par mégawattheure, eh bien, ça va faire gagner, selon le cas conservateur ou le cas optimiste, de 1 à 1,2 points de TRI. C'est absolument significatif et ça donne vraiment, je dirais, à voir à quel point ce bonus est intéressant pour les porteurs de projets. J'ai une question de Pierrick sur la notion de gearing. Excusez-moi, c'est vrai que c'est l'habitude, on anglicise un peu trop les choses parfois. C'est simplement la proportion de dette bancaire qui est apportée dans le financement global du projet. Donc, quand j'écris un gearing de 90%, c'est-à-dire que 90% du CAPEX, 90% du financement total, est apporté par la banque. Voilà. On a fait l'analyse avec les 3, 4 ou 5 points si vous allez sur de la gouvernance partagée. De facto, hein, l'impact sur le TRI est encore plus significatif. Donc, voilà. Ces nouvelles modalités de financement participatif, d'un point de vue très objectif, sont par nature absolument décisives pour améliorer l'équilibre économique de votre projet. Donc, si maintenant je fais un petit point de détail sur le financement collectif, donc, il est exigé pour le mettre en œuvre de faire des obligations simples. Elles portent très bien leur nom, hein, c'est absolument facile et usuel que de le mettre en œuvre. Ce qui est très intéressant, c'est qu'ils ont conservé, tout comme dans CRE 4, en termes de modalités d'investissement, une durée de détention de ces obligations simples par les souscripteurs d'au moins 3 ans à compter de la mise en service. Donc, c'est vraiment super. Pourquoi? Parce que ça veut dire que les investisseurs, si on fait cette collecte 6 mois avant la mise en service de la centrale, eh bien, on va faire un financement avec une modalité de 3 ans et demi seulement de maturité. Donc, c'est très court pour les investisseurs, donc c'est plus facile pour eux à l'appréhender. Et pour vous, porteurs de projet, c'est aussi une bonne nouvelle parce que vous avez cette gestion de cette dette supplémentaire sur un temps assez court, alors que le gain que vous avez, eh bien, lui, il est sur l'ensemble de la durée de vie de votre projet. Les autres aspects, c'est que je vous ai mis 5% de coupons obligataires. C'est en fait le rendement usuel, je dirais le prix de marché qu'on propose pour ce type de financement. Donc voilà, 5%, 3 ans, 3 ans et demi. Vous avez facilement la possibilité de simuler ça dans vos comptes d'exploitation et de voir, voilà, d'anticiper absolument le coût global de ce financement participatif. L'émetteur de ces obligations simples peut être aussi bien le SPV que la holdco qui les détient, ça pose pas de souci. Alors j'ai une question de Benoît. Pour le financement collectif, CRE 4, c'était 10% du CAPEX. Et en CRE 5, je vois 10% du financement. Est-ce un réel changement ou juste un mot? C'est une très bonne question. Ils ont changé le mot, effectivement. Nous avons pu poser la question aux gens de la CRE parce qu'en fait, nous sommes adhérents de Financement Participatif France, qui est un peu notre association professionnelle en France de l'ensemble des plateformes. Et de par son biais, en fait, on a pu échanger avant l'été en fait, avec la CRE s'agissant de la dimension financement participatif de ces appels d'offres. Et donc, on leur a posé la question pour savoir s'ils y voyaient un autre élément que sur le financement collectif. Et en fait, ils nous ont confirmé que c'était absolument la même chose. Donc, c'est bien 10% du CAPEX qu'il faut apporter. Pourquoi ils ont changé le mot, ça c'est le mystère qu'il peut y avoir parfois dans leurs esprits, mais en tout cas on parle bien exactement de la même chose, c'est bien 10% du CAPEX qu'il faut apporter en obligation simple pour aller chercher ce bonus. Donc du coup vous l'aurez compris, l'avantage pour ce financement collectif, c'est qu'il est extrêmement simple à mettre en place. Voilà, sur les 125 millions dont je vous ai parlé tout à l'heure, s'agissant de tout ce que nous avons structuré depuis le lancement d'Enerfip, on doit être à peu près à 90 millions sous forme d'obligations simples. Hein. Donc, c'est vraiment un outil très habituel, très facile à mettre en œuvre, très souple. L'autre avantage, j'en ai parlé, c'est que l'horizon de détention, à la fois pour les investisseurs et pour vous, il est très court. Donc,
facile à appréhender. Et évidemment, il n'y a aucun enjeu de gouvernance lorsque les gens sont obligataires. Ils n'ont absolument pas de pouvoir de vote. Ça, c'est l'essence même des obligations. Et évidemment, parce que c'est simple, eh bien, ça coûte aussi bien moins cher. Donc ça, c'est vraiment, de notre point de vue, la porte d'entrée idéale et vraiment facile pour ces appels d'offres Creux 5 pour aller chercher 1 à 1,2 points de TRI investisseurs. C'est quand même plus que significatif. Après, oui, comme inconvénient, j'ai mis moins intégré sur le territoire parce que c'est sûr que l'accès à la gouvernance, la participation des citoyens de manière effective à la vie du projet, ce sera toujours supérieur à une simple détention d'obligations. Ça, c'est de facto le cas. Pour la gouvernance partagée, j'en ai assez peu parlé depuis le début. Elle a l'avantage d'octroyer jusqu'à 5 points de bonus. Donc, vous faites 5 fois 0,71, vous allez chercher plus de 3,50 € du mégawattheure. Donc, c'est extrêmement significatif en termes de gains. Ça, c'est indéniable. En revanche, la contrepartie, c'est qu'ils ont changé les modalités sur notamment la durée de détention, puisque les citoyens investisseurs doivent être présents 10 ans à compter de la MSI. Ça, c'est une chose. Mais surtout, ils doivent déjà être présents au moment où vous déposez votre dossier de candidature à la CRE. Donc, c'est vraiment extrêmement long. C'est pour ça qu'on a mis une durée de 2 plus 10 ans, parce que voilà, c'est peu ou prou les durées que l'on observe sur les projets. Donc, trouver des investisseurs qui s'engagent sur au moins 12 ans, de facto, c'est beaucoup plus difficile, vous vous en doutez. Donc ça, c'est un vrai sujet. Et puis, bon, après, pour ce qui est du rendement, on sert, ça c'est assez usuel, un TRI de 5% aux actionnaires, c'est pas un souci. Et ce que l'on met toujours en œuvre, c'est ce que l'on a fait à de multiples reprises sur Creux 4, c'est qu'on ne va pas faire rentrer en direct les citoyens dans le capital du SPV, parce que sinon la gouvernance serait, vous vous en doutez, un petit peu complexe. Du coup, on crée un holding citoyen dans lequel on fait rentrer en actionnaire tous les souscripteurs éligibles, et ensuite, c'est cette structure qui va prendre les participations dans le SPV. Alors, j'ai parlé tout à l'heure du fait que vous pouviez aller chercher 3, 4 ou 5 points avec la gouvernance partagée. C'est selon que vous allez chercher, tout simplement, 30, 40 ou 50% du capital ouvert aux citoyens, avec à chaque fois des exigences de gouvernance effective pour les citoyens. Donc on voit bien, la CRE a fait vraiment un gros pas de plus dans cette direction, avec des exigences beaucoup plus fortes. Notre lecture, c'est qu'il y aura forcément moins de candidats en fait à cette gouvernance partagée, sauf évidemment si vous avez, et ça arrive quand même de plus en plus souvent, des partenaires locaux qui vous suivent depuis les prémices de ce projet et avec lesquels vous avez déjà acté le principe de leur entrée au capital, auquel cas ça peut vraiment être très intéressant parce que l'équilibre économique de votre projet va être considérablement renforcé. Voilà, donc comme vous le voyez, j'ai fait quelque chose d'assez synthétique pour que vous ayez à la fois ce nouveau cadre et une petite redite de ce qu'on avait pu faire au printemps, et puis vous apporter quelques précisions supplémentaires. Je vous propose, si vous avez des questions, qu'on échange tout de suite. Je vous rappelle, pour ceux qui sont arrivés un peu plus tard, que l'idée de ces questions-réponses, c'est que celles auxquelles je peux répondre tout de suite, évidemment, je me ferai un plaisir d'y répondre. En revanche, toutes celles qui pourraient ne pas appeler de réponse de ma part, nous vous proposons de les compulser, de les rassembler et de poser l'ensemble de ces questions dans le cadre des sessions questions-réponses que va ouvrir la CRE sur octobre-novembre. Et ensuite, nous restituerons l'ensemble des réponses sur un espace en libre accès sur enership.fr, une sorte de wiki à Creux 5. Donc voilà, si vous avez des questions, je suis tout oui, ou plutôt j'ouvre grand les yeux, puisque c'est par le biais de l'outil questions que vous avez sur votre droite que vous pouvez rédiger toutes vos questions. Alors j'ai une première question de Benoît. Pour la gouvernance, comment comprendre pour les 40% la condition
aucun autre associé ou actionnaire ne détient directement ou indirectement une fraction des droits de vote supérieure ou égale à 40%. Personne ne peut avoir plus de 40% du capital, donc le développeur doit être minoritaire. Oui, c'est exactement ça, Benoît. Donc, tel que c'est configuré, tel que c'est rédigé, et ça fait partie des questions que nous avons posées à la Creux, et on n'a pas eu de réponse pour celle-ci, mais on va la reposer dans le cadre des questions-réponses à venir, c'est que tel que c'est rédigé, pour la gouvernance, effectivement, même le développeur ne peut pas avoir plus de 40%, donc ne peut pas être majoritaire dans le SPV. Donc, ça vient rajouter, je ne l'ai pas évoqué juste en amont, mais c'est vrai que ça vient rajouter un inconvénient supplémentaire au choix de ce bonus-là, qui, pour avantageux qu'il soit d'un point de vue financier, on le voit bien, est extrêmement lourd parce que vous allez vous retrouver, non pas dépossédé de votre projet, bien sûr, mais en tout cas minoritaire de facto, ou en tout cas sans avoir de position de majoritaire, ça c'est une certitude. J'ai une autre question de Sarah. La holding citoyenne devra suivre au moment de la construction et donc verser de l'argent à différents moments de la vie du projet. Comment allez-vous gérer ça? La holding citoyenne prendra plus de risques. Alors oui, ça c'est certain que la holding citoyenne prendra plus de risques. Et comment on va gérer ça? On va en fait opérer, si bien sûr on nous demande de faire appel à de la gouvernance partagée, notre première approche, c'est de se dire, on ne va pas demander au moment du dépôt, ou plutôt avant le dépôt du dossier de candidature à l'AO, on ne va pas aller chercher les 30, 40 ou 50% d'equity qui vont servir à la construction du projet, dans les meilleurs des cas, 2 ans plus tard. Ça, je pense que vous le comprendrez tous. Donc là, on ferait plutôt une participation avec le nombre minimum de personnes, mais qui serait extrêmement congrue en termes de montant pour aller bien chercher cette structuration de 30%, 40 ou 50% de détenus par un holding citoyen. Donc ça, c'est la première chose. Et une fois que le projet est lauréat, là, on ferait en premier lieu appel à ces premiers intervenants pour voir s'ils sont intéressés pour souscrire à l'augmentation de capital de ce holding citoyen qui vise à aller chercher la proportion de ce que nous devrons verser. On complétera, si besoin, avec d'autres investisseurs éligibles à ce moment-là. Et donc, une fois qu'on a levé l'ensemble des fonds prévus pour apporter notre quote-part, en fait, tout simplement, eh bien, c'est là où nous répondrons aux appels de fonds de votre part en vue de la construction. Mais c'est certain que la holding citoyenne prend plus de risques, c'est sûr, d'autant plus qu'il faut bien le comprendre. Il y a un coût, pour ceux qui travaillent déjà avec nous, il y a un coût nécessairement à la construction, la création de cette société citoyenne, de cette holding, qu'il faut assumer. Et il se peut que le projet ne soit pas lauréat, je pense que vous l'avez tous et toutes vécu, et donc auquel cas, ce mécanisme, eh bien, c'est un coup d'épée dans l'eau, donc c'est une perte sèche. Donc c'est sûr que voilà, il y a un risque, évidemment, on ne va pas faire prendre ce risque aux citoyens en amont, mais c'est sûr qu'il y a plus de risques. Alors, je vois que vous avez posé vos questions principalement sur le chat et pas sur l'onglet questions, c'est pas très grave. Ça a juste le mérite sur l'onglet questions que je puisse vous afficher en fait les questions qui sont posées. Peut-être qu'il y a des questions là qui vont arriver. Dans l'intervalle, je voulais vous préciser que vous allez recevoir à l'issue de cette présentation un lien avec le replay de ce que je suis en train de vous présenter. On a une autre question de Benoît. Je vais l'afficher. Pour la gouvernance, les comptes courants ou autres instruments type OC sont de nouveau éligibles. C'est bien plus facile. Alors oui, mais non compatible avec une collectivité qui ne peut investir en compte courant plus de 2 ans, reconductible une fois. Donc on va rester sur un modèle lourd en action. Eh bien oui, encore une fois, c'est exactement la même analyse que nous faisons s'agissant des CCA. Là-dessus, la législation n'est pas encore complètement adaptée en fait. On voit bien qu'il y a une volonté de l'État de faciliter les choses pour les collectivités, pour qu'elles soient partie prenante de ces projets de territoire, qu'elles puissent être vraiment à vos côtés, vous porteurs de projets, mais les outils législatifs ne sont pas encore au niveau et il y a ce genre de hiatus qui sont présents et qui interdisent pour l'instant d'y aller beaucoup plus franchement. Mais donc oui, on sera clairement sur
si une collectivité sur un modèle assez lourd avec des actions, du capital social pur et simple. Dernière question. Ah oui, quand aura lieu le premier appel d'offres Creux 5 ? Mais bien sûr, Benoît, vous pouvez poser autant de questions que vous voulez, hein, il n'y a pas de souci. Donc, la première session de dépôt d'appel d'offres aura lieu en décembre de cette année, donc c'est assez court, hein, mine de rien. Donc, c'est aussi l'intérêt de vous faire cette présentation aujourd'hui. Ça vous laisse le temps de bien appréhender les choses, de vous poser toutes les questions que vous aurez, et puis eh bien, de vous préparer et de trancher en interne sur les choix stratégiques que vous ferez, mais donc c'est bien en décembre. C'est pour ça que je parlais, que j'évoquais cette session de questions-réponses sur les AO Creux 5 qui auront lieu donc sur octobre-novembre par la Creux. L'autre aspect, c'est que sur ces appels d'offres, la Creux a limité en fait à trois familles la possibilité d'aller chercher du financement participatif avec les modalités que je vous ai présentées, puisque ce sera pour le photovoltaïque sur bâtiment. Je regarde un peu. C'est sur les bâtiments, serres agricoles, hangars et ombrières de puissance supérieure à 500 kg. Donc là, vous pourrez aller chercher du financement participatif et les bonus que je viens de vous présenter. Également sur les centrales au sol. Bon, ça, c'est pas de surprise. Et aussi sur ce qu'ils ont appelé le cahier des charges neutre, c'est-à-dire où vous pouvez répondre aussi bien avec un projet solaire photovoltaïque qu'un projet hydroélectrique ou qu'un projet éolien en métropole continentale. Donc, voilà, c'est sur ces trois modalités-là, sur ces trois appels d'offres-là, que vous pouvez aller chercher du financement participatif et les bonus en question. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions ? Peut-être vous dire que si donc vous allez recevoir, je voulais dire, le replay en lien suite à ce webinaire. Sachez aussi que si vous souhaitez que je vous envoie la présentation, bien, il vous suffit d'envoyer un petit mail à projet@energy.fr. Je vous ferai suivre ça dans la foulée, il n'y a pas de souci. Et puis par le même canal, le même courriel, si vous avez d'autres questions qui vous viennent par la suite, n'hésitez pas à nous les faire parvenir, comme ça nous les centraliserons et nous les porterons à votre connaissance, en tout cas les réponses, lorsque nous les recevrons de la part de la Creux. Ouais, je laisse encore 30 secondes si jamais il y a une question qui arrive. Ah, voilà. Il y en a plein. Alors, question de Clément. Les familles inférieures à 5 mégas et supérieures à 5 mégas n'apparaissent plus dans le cahier des charges, mais une part de la puissance appelée est apparemment réservée aux centrales inférieures à 5 mégas. Cela revient-il au même ? Eh bien, je pense, oui. C'est en tout cas l'analyse que j'en fais. C'est vrai qu'ils ont, j'ai l'impression, voulu simplifier en fait, et diminuer le nombre d'appels d'offres par cette astuce-là. Donc, j'ai l'impression que ça revient au même et que le but, de toute façon, c'est qu'il y ait un peu chaque famille représentée avec des contingences qui sont affectées, si vous regardez dans les appels d'offres, en termes de lauréats au final. Donc, je pense que ça reviendra au même. Il faudrait qu'on fasse le calcul précis de ce qu'ils souhaitent allouer, mais je pense que c'est, à mon avis, équivalent. Alors, question de Aude-Marine. Que se passe-t-il si le financement collectif ou la gouvernance partagée ne peut être levée? Ça, c'est une très bonne question. C'est vrai que je suis passé là-dessus. Alors, il y avait un certain écueil en fait sur le Creux 4, vous l'aviez tous vu, c'est que c'est un petit peu binaire. Imaginons que vous étiez parti pour aller chercher sur un Creux 8 les 3 € du mégawattheure. Si vous collectiez 40% de l'equity, vous aviez vos 3 € du mégawattheure, mais si vous collectiez 39,97%, vous aviez un malus de 3 € par mégawattheure. Donc c'était un petit peu excessif. Et ce risque-là, je pense, peut-être amener certains d'entre vous à ne pas candidater pour s'affranchir d'un risque qui est quand même assez significatif. Sur Creux 5, là aussi, ils ont un peu répondu à Ciatus avec un système de malus, mais qui est progressif
qui est linéaire en fait, au fur et à mesure que vous collectez ou que vous vous approchez de l'objectif qui est prévu. Donc on n'est plus du tout sur un mécanisme brutal, on est sur quelque chose de beaucoup plus atténué pour que voilà, vous soyez moins contraint et je dirais peut-être retors à cocher la case. Donc c'est beaucoup plus progressif. Vous avez les éléments descriptifs qui sont sur les cahiers des charges. Donc voilà, vous verrez, c'est pas du tout aussi violent que sur Cro 4. Alors, est-ce qu'il reste quelques questions en suspens? Encore une fois, si vous en avez qui vous viennent a posteriori, n'hésitez pas à utiliser cette adresse courriel projetopl@energy.fr et comme ça, nous pourrons y répondre également. Bon, je considère qu'il n'y en a plus. Eh bien, écoutez, je vous remercie en tout cas pour votre attention et vous avez été une grosse trentaine à suivre ce webinaire. J'espère qu'il vous aura été profitable. Restez en contact avec nous à travers les différentes actions que nous proposons et informations que nous proposons. N'hésitez pas à nous envoyer des questions si vous en avez, ce sera avec plaisir. Et puis dans l'intervalle, je vous souhaite une très belle journée et à très bientôt sur le fil Energy. Au revoir.